Hello les aventuriers, on se retrouve pour une vidéo sur le mental. Alors oui, j'en avais déjà fait une en août 2021 précisément. Depuis, j'ai continué à plancher dessus. C'est une version plus aboutie de ce que j'avais fait à l'époque. D'ailleurs, c'est intéressant, par exemple, après cette vidéo, d'aller revoir cette première vidéo que j'avais faite. C'est ce que je viens de faire là, juste avant de m'enregistrer. Et c'est marrant à voir parce que là, pour cette vidéo, c'est plus consistant parce que je me suis pas mal renseigné et j'ai fait la synthèse de ce que j'ai appris. Alors qu'à l'époque, c'était moi et mon cerveau, tout seul. Bon, finalement, c'est très ressemblant, vous allez voir, car ce que j'ai trouvé va dans le sens de ce que j'avais trouvé par moi-même. C'est juste plus étoffé, plus complet. J'avais pas été jusqu'au bout sur certains points. Bon, on va voir ça tout de suite. Je vais commencer par quelques généralités, ensuite on rentre dans le vif du sujet, et enfin dans d'autres vidéos, je mélangerai ce que j'ai dit avec l'énéagramme, puisque bien évidemment, on peut décrire le mental de chaque énéatype. Donc première observation, le mental c'est une notion difficile à appréhender, un peu floue, du coup il a parfois bon dos. C'est facile d'imputer une mauvaise performance au mental d'un individu. Il a perdu, il a vraiment pas de mental lui, hein. Et non, c'est pas si simple, hein. Le mental est toujours mélangé aux capacités techniques, tactiques ou physiques. Et toutes ces capacités s'influencent mutuellement de telle sorte qu'isoler une capacité et la juger telle qu'elle devient terriblement complexe. Le mental, en fait, c'est primordial à partir du moment où on a un minimum de bagages techniques, tactiques. Si on n'a que le mental, on gagnera jamais rien. C'est bien beau d'être hargneux, tenace, mais à un moment donné, il faut savoir jouer aussi. Par contre, le mental rend régulier. Vous allez battre tout le temps des personnes du même niveau ou moins bonnes que vous. Alors, malgré le flou qui entoure la notion de mental, il n'en reste pas moins entraînable. Il faut le voir comme un muscle qu'on peut développer, de la même manière qu'on peut développer ses compétences techniques, tactiques ou physiques. Nous avons tous des prédispositions, il s'agit du talent. Cela pourrait se définir comme une appétence pour une activité qui d'une part nous permet d'avoir un certain niveau de compétence sans entraînement et d'autre part nous permet un apprentissage plus rapide des dites compétences à améliorer. Le deuxième point cité étant un découlement logique du premier, l'entraînement zéro n'existant pas, hein. À chaque fois qu'on pratique une activité, c'est en soi un entraînement indépendant de la mentalité avec laquelle on la pratique. On va voir que certaines personnes sont plus talentueuses que d'autres dans le domaine du mental, mais ça on verra avec l'énéagramme dans les prochaines vidéos. D'abord, dissipons le flou autour du mental. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Avoir les épaules pour supporter la pression, être motivé, avoir confiance, rester concentré. Il y a beaucoup de notions qui s'entrechoquent à l'intérieur du mot générique mental. Alors depuis le début, je mets volontairement une majuscule au mental pour éviter la confusion avec le centre mental décrit dans la théorie de l'énéagramme. Donc le premier exercice, c'est de monter en généralité pour trouver le dénominateur commun de tout ce qui est imputé sur le mental. Le premier point qui ressort, c'est l'idée de supporter une souffrance, et encore plus globalement, il s'agit de la production d'efforts. Ainsi, le premier point capital à souligner est le suivant. Le mental est actionné par la difficulté. La difficulté apparaît, alors bon, c'est jamais brutal, hein, c'est pas c'est facile, c'est facile, c'est facile, ah, ça y est, c'est difficile. Non, ça arrive petit à petit. Donc bref, ça apparaît soit parce qu'on fait quelque chose que nous n'aimons pas, soit parce qu'on atteint des sommets de maîtrise dans un domaine qu'on apprécie. Alors dans le premier cas, on tape dans la difficulté directement. C'est là qu'on voit on va dire, le vrai mental. Parce que dans le second cas, la machine est lancée et le mental sert à poursuivre un effort commencé à une époque où il était absent, où on n'avait pas besoin de lui. On va voir dans ce que je vais dire un peu après que ce second cas facilite l'activation du mental. Le centre d'intérêt sert en fait de pied dans la porte. Ça fausse un petit peu la visibilité du mental. Un peu comme si je compare avec une situation d'un match de sport, admettons le tennis. C'est plus facile d'avoir du mental au moment de notre balle de match qu'au moment où on est dans le dur, on s'est fait double breaker, on est derrière au score, quoi. Alors, produire un effort implique de la dépense d'énergie et inclut tout ce qui est résilience aux contrariétés,
Pas de découragement, gérer ses émotions, etc. Mais être volontaire ne suffit pas. Le mental ne cherche pas uniquement à faire un effort, mais à faire un effort concluant. Il donne l'occasion d'exprimer le maximum de ses qualités, de se rapprocher de sa performance la plus aboutie par rapport aux compétences techniques, tactiques et physiques dont on dispose à un instant T. Ainsi, le mental est intimement lié au thème de la concentration. À grande échelle, ce constat est évident. Comment aboutir à un résultat si on disperse son temps et son énergie vers d'autres horizons? Ainsi, la pugnacité se caractérise par la poursuite fidèle d'un objectif suprême à long terme, pour reprendre la belle formule d'Angela Duckworth, une enseignante de psychologie. Et avec cette citation apparaît le dernier point clé: le mental se découpe en deux échelles. La petite échelle étant le reflet microscopique de la grande échelle. Les qualités sont identiques, mais la temporalité accentue ou diminue ces dernières. Parce que oui, certaines personnalités sont plus adaptées à une motivation ou une concentration sur la durée, là où d'autres seront davantage à l'aise dans un délai court. La grande échelle est au service des objectifs finaux, tandis que la petite échelle permet la réalisation de sous-objectifs. Bon, en résumé, à la lumière de ce que je viens de dire, le mental s'articule autour de deux piliers, pouvant eux-mêmes se décliner en deux temporalités, le long terme et le court terme. On a la motivation conservée, la concentration conservée, la volonté et la concentration. Alors, je vais les prendre un par un pour décrire ce que c'est. La motivation conservée, c'est un maintien de l'énergie. C'est grâce à elle que nous résistons à la dureté de la vie. C'est elle qui nous incite à repartir au combat, indépendamment de l'issue des objectifs ou des sous-objectifs d'avant. Par exemple, quand un joueur de tennis perd 10 matchs d'affilée, c'est la motivation conservée qui lui fait continuer à aller s'entraîner et se représenter au match suivant. Quand un joueur aussi, inversement, a tout gagné et trouve l'énergie quand même de revenir s'entraîner avec acharnement, c'est encore grâce à elle. Il s'agit bien ici d'une question de force vitale. Dans l'absolu, c'est distinct du maintien de l'envie. L'envie et la motivation, c'est souvent confondu. L'envie naît d'une émotion. Il est tout à fait possible d'avoir envie d'obtenir quelque chose, tout en n'ayant pas la force de faire des efforts. Bon, en revanche, il est évident que l'envie est un déclencheur d'énergie. C'est pourquoi, indirectement, la motivation conservée consiste très souvent à faire perdurer l'envie. La qualité principale issue de ce pilier est l'espoir. Là où la motivation conservée peut se comprendre comme un problème purement énergétique, la concentration conservée consiste à avoir une approche plus cérébrale, se donner concrètement les moyens de parvenir à ses fins. Être concentré, c'est commencer par faire un travail d'analyse pour savoir le plus précisément possible le but à atteindre. Ensuite, c'est se servir des enseignements passés pour ajuster le tir, autant sur les moyens que sur la finalité. Ça s'appelle de la pratique réflexive. La démarche permet de voir le chemin parcouru et développe aussi la confiance en soi. Enfin, là où la motivation conservée mène un combat pour maintenir l'envie, la concentration conservée est son pendant sur le plan mental. Il mène un combat contre les idées perturbatrices qui donnent corps aux envies. Par exemple, après une défaite douloureuse, un joueur peut vouloir dévier quelque temps pour se lancer dans d'autres choses. Ça peut être abstrait, comme juste avoir une vie plus légère, tout simplement. Cette déviation, ça occasionne une perte de temps, parfois une perte de compétences. Donc, la résistance aux distractions est par excellence une qualité émanant de ce pilier. La volonté, que j'aurais pu nommer de 1000 manières, c'est pas les mots qui manquent, en tout cas dans la langue française, permet de fournir les efforts au moment de la difficulté. La motivation conservée s'occupe des temps faibles et nécessite une énergie froide, on va dire. La volonté s'inscrit dans l'action et décrit de fait une énergie brute. C'est le fait de mener l'action. Un commerçant fait l'effort social d'aller apostropher ses clients pour vendre ses produits. Un joueur d'échecs fait l'effort cérébral de trouver la meilleure option qui s'offre à lui. Un joueur de tennis fait l'effort physique de courir vers le filet pour faire une contre-amortie. Et tous ces exemples peuvent se mettre à la sauce Koh-Lanta, bien sûr. Peu importe en fait le type d'effort, le point commun c'est qu'à l'origine, il y a une volonté.
C'est elle qui permet de mener à bien des actions malgré la difficulté qui se présente. Automatiquement, la volonté inclut une gestion émotionnelle qui n'est ni plus ni moins qu'une capacité de rebond à chaud, ne pas se laisser aller à la tristesse, à la surprise ou à la joie, et repartir au combat. Donc, la qualité principale émanant de ce pilier est de l'abnégation. Les émotions peuvent également être perturbatrices, non pas en démotivant l'individu, mais en altérant la qualité de ce qu'il propose. L'optimisation de ses performances est décrite dans ce deuxième pilier, la concentration. À grande échelle, on a vu qu'elle permet de rester fidèle à ses objectifs. Et bien, à petite échelle, cela se traduit par la focalisation de son attention sur sa performance en faisant abstraction de l'environnement. Concrètement, ça signifie deux choses. D'abord, une connexion à l'instant présent. On fait le deuil du passé et on ne pense pas au futur. Et ensuite, on oublie le contexte. C'est une manière de se couper de l'enjeu, source de stress ou d'excitation, et facteur de diminution de performance. Bien, et maintenant qu'on a défini le mental, voyons les facilitateurs de mental. Et j'en ai déjà un petit peu parlé quand j'ai parlé de la motivation conservée. On commence par des facilitateurs intérieurs. La passion ou l'envie. Donc la passion, c'est une envie très appuyée. Ça permet de conserver sa motivation naturellement et aide à rester focalisé sur les objectifs longs. L'envie de progresser, vouloir mieux créer de l'insatisfaction et pousse à utiliser son mental. Ce dernier donc est une forme de compétition face à soi-même. Œuvrer pour l'utile, c'est possible de créer une motivation qui vient de l'extérieur en songeant à l'impact de son projet sur la vie des autres. Le sentiment de responsabilité est plus grand et la motivation s'appuie dessus. Ainsi, de manière logique, les projets qui ont une finalité, un but qui nous dépasse sont plus motivants. Ensuite, on a des facilitateurs extérieurs. L'éducation parentale, des parents qui cumulent soutien et exigence envers leurs enfants contribuent à développer son mental. Fréquenter des gens pugnaces, être habitué à côtoyer des personnes utilisant leur mental conditionne à l'utiliser soi-même. Il s'agit en fait ici d'un équivalent du point précédent, mais qui n'est pas circonscrit uniquement au cercle familial. Fréquenter un environnement compétitif. La compétition, c'est l'univers par excellence qui nécessite un mental. C'est théoriquement un monde où le talent ne suffira pas, car la concurrence tentera de vous pousser dans vos retranchements pour atteindre vos objectifs. Aussi, il vaut mieux créer de l'attirance pour l'effort que sa répugnance. Par exemple, il existe deux sortes d'objectifs. Les objectifs en termes de performance et ceux en termes d'apprentissage. Par exemple, obtenir la note 20 sur 20 en anglais, c'est un objectif de performance. Être capable de s'exprimer en anglais, c'est un objectif d'apprentissage. L'envie de progresser, que j'ai décrit dans les facilitateurs intérieurs du mental, nous apprend qu'avoir des objectifs d'apprentissage est plus motivant. En effet, avec eux, on n'a pas besoin d'être déjà bon dans un domaine pour s'accrocher et persévérer. L'objectif est justement d'apprendre et non de prouver quelque chose, comme dans les objectifs de performance. Ainsi, l'effort est vu comme positif. C'est le moyen d'obtenir un meilleur résultat. A l'inverse, quand les objectifs nous amènent à prouver notre valeur, on recherche d'abord le succès. Ces succès permettent d'affirmer nos capacités existantes. Dans cette optique, travailler dur est perçu négativement, car ça signifie dans le fond qu'on n'est pas très doué. On n'a pas de talent, pas assez. D'une manière générale, au-delà d'être plus sain d'esprit, la compétition interne apporte des résultats plus profonds que la compétition externe, car la motivation devient sans limite. Autrement dit, la recherche du succès bloque la progression quand le succès est atteint. Alors que la recherche de la maîtrise est infinie, car la maîtrise parfaite est inatteignable. Alors, retenez bien tout ça, on en parlera, notamment vis-à-vis de l'ENEA-type 3. Allez, je termine cette première vidéo par un exemple concret. La définition que j'ai faite théoriquement, elle est intercontexte. C'est censé décrire tout type d'objectif. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est censé marcher. Qui a des objectifs sportifs, c'est censé marcher aussi. Bon, peu importe le domaine concerné. Bon, là, j'ai pris Koh-Lanta, du coup,
pour la vidéo forcément. Donc je veux gagner koh Lanta. Le premier exercice consiste à décliner l'objectif ultime en sous-objectifs. Donc pour gagner koh Lanta par exemple, je vais en citer deux, il peut être nécessaire de mieux comprendre les rouages du jeu ou de se préparer physiquement. Théoriquement, les sous-objectifs peuvent eux-mêmes se décomposer en objectifs encore plus petits, comme regarder des anciennes saisons ou des vidéos d'analyse sur YouTube, tiens. Et pour se préparer physiquement, on peut le décomposer en je me mets au sport, je m'entraîne sur de l'équilibre. D'ailleurs, on peut s'entraîner sur tout type d'épreuves qu'on aura, sur des puzzles ou autres. Ensuite, distinguons les moments d'action et les temps creux. Les moments d'action sont ceux qui mobilisent volonté et concentration. Ainsi, le moment du visionnage d'anciennes saisons, c'est un moment d'action. On peut avoir l'impression que non, parce que la personne elle est assise sur son canapé, mais à ce moment-là, il y a une prise d'information. L'individu augmente ses chances de comprendre les rouages du jeu, en fournissant un effort, en se concentrant sur ce qu'il voit et surtout en analysant. Ça peut être un effort facile, attention. Bon là, je suis parti dans un exemple cérébral, donc ce sera difficile à réaliser pour quelqu'un qui réprime le centre mental. Inversement, dans le deuxième sous-objectif, c'est des efforts physiques. Donc, moment chaud, c'est le moment de la pratique sportive, qui requiert force de volonté pour agir, et gestion du moment présent en suivant le programme établi pour rendre notre entraînement efficace. Les temps creux occupent tout ce qui espace les actions. Donc quand j'ai envie de faire autre chose que d'approfondir ma connaissance du jeu, et quand je suis crevé le soir de mes séances d'entraînement. Ces moments requièrent motivation conservée pour ne pas abandonner, et de la pratique réflexive pour savoir si ce que j'ai fait est bien adapté. Cette pratique permet de solidifier la fidélité à l'objectif et de corriger le tir. Voilà, maintenant je vais faire une vidéo par énéatype. Mais juste avant, pour clôturer cette vidéo, je fais une transition, je fais le lien avec l'énéagramme. Donc je peux dire, si on reprend la définition du mental, que en gros, il vient après l'envie. C'est l'œuvre des centres mental et instinctifs. Alors défini ainsi, le centre émotionnel se retrouve dans les facilitateurs de mental, quand il est dirigé vers l'intérieur, en créant de l'intérêt, de l'envie, et quand il est utilisé aussi vers l'extérieur en voulant aider les autres. Mais il n'y a pas dans le centre émotionnel de compétences liées à l'effort, de manière directe, et à l'optimisation d'efforts. Ensuite, il faut faire important une distinction nette entre le mental tourné vers l'intérieur et vers l'extérieur. En réalité, le pilier concentration est situé sur son utilisation extérieure. Utilisé vers l'intérieur, le centre mental éloigne du mental. Il cherche à apporter du plaisir dans l'existence. Malgré tout, dans certains cas liés à la recherche de solutions, par exemple si vous cherchez la solution à une énigme, il a une créativité qui peut être utile en imaginant toutes sortes de réponses. Bon, ok, mais vous pouvez aussi trouver la solution en décortiquant et comprenant l'énigme, c'est-à-dire en tournant votre centre mental vers l'extérieur. Et en plus, si l'énigme est grandeur nature, donc pas juste avec des mots, mais dans une situation immergée, avec des manipulations à faire, un peu comme un puzzle, le centre instinctif dispose également d'une créativité. Si la recherche de solutions dans le passé n'est pas fructueuse, alors le centre instinctif, il est obligé de changer jusqu'à ce que ça marche. Il prend les objets dans ses mains, il les bouge dans tous les sens, il tente, il rate, à l'infini, jusqu'à ce que ça marche. Il y a une forme d'intelligence instinctive qui ne fait pas l'objet de représentation mentale. Ça peut être efficace aussi, et je pense encore plus efficace quand elle est intuitive. Le centre intuitif, pour rappel, c'est l'équivalent du centre instinctif dans les sens. Donc c'est la même chose avec une conscience élargie. Bon, bref, je reviens à l'essentiel. Du coup, en résumé, énéagrammiquement, le mental se résume à l'utilisation conjointe du centre instinctif et du centre mental extérieur, tout en maîtrisant l'impact négatif de l'utilisation du centre émotionnel et du centre mental intérieur. Voilà, je mets des sources dans la description de la vidéo et on se revoit bientôt pour le rapprochement entre ce que j'ai dit et les types de personnalités.
Salut à tous, bye.